Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour ce talk qui ne va pas vous parler ni de la dernière techno-tendance. Tout à l'heure, on a vu la voiture du futur. Aujourd'hui, on va plutôt parler d'histoire. On va se plonger un peu dans les origines de la programmation fonctionnelle. Alors, je vous propose de commencer par cette énigme. Alors, on a deux assertions. La première dit que l'assertion 2 est fausse. Et on a une deuxième assertion qui dit que la première assertion est vraie. Je ne sais pas si on va faire un petit jeu. Qui pense par exemple que la première assertion est bonne? Personne. Et qui pense que c'est la deuxième? Personne non plus. Peut-être il y a une petite main. Et en effet, je ne sais pas pour vous, moi ça me rappelle un peu cette scène. Là, on ne sait pas qui a tort et qui a raison. Donc si Jon Snow a raison, ça veut dire qu'elle a tort. Mais si elle a tort, ça veut dire que lui, il a tort aussi. Bon, bref. La bonne réponse, c'est qu'on ne peut pas savoir à partir de deux assertions laquelle est bonne. Et ce problème est très connu. Il a été posé par un fameux mathématicien qui s'appelle David Hilbert. Alors, je n'oserais pas le prononcer en allemand, sinon je vais le massacrer. En français, on appelle ça un problème de décision. Et en informatique, on a une déclinaison pour ce problème qui s'appelle le problème d'arrêt. Ça consiste au fait de dire est-ce qu'on peut déterminer à partir d'une entrée et d'une description d'un programme, est-ce que ce programme-là va s'arrêter ou pas? Par analogie au problème de décision, la réponse est qu'on ne peut pas savoir si le programme va s'arrêter ou pas. Et cette réponse, elle a été trouvée par un grand monsieur dans le monde de l'informatique qui s'appelle Alan Turing grâce à sa machine de Turing. Mais ce que ne savait pas M. Turing est qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a devancé à faire cette invention-là, qui s'appelle Alonzo Church, en utilisant un autre formalisme qui s'appelle lambda calcul. Ce qui est très marrant dans cette histoire est qu'on a deux personnes qui ont réussi à résoudre le même problème, mais avec deux formalismes complètement opposés. D'une part, la machine de Turing, elle est basée sur cette notion d'état, donc il y a vraiment cet aspect physique. Et d'autre part, on a lambda calcul qui est un formalisme très théorique qui est basé uniquement que sur les fonctions. Et un petit élément aussi de l'histoire que peu de gens connaissent, c'est que Alonzo Church, il était le superviseur de thèse d'Alan Turing. Pourtant, Alan Turing, il est plus connu que Alonzo Church, d'ailleurs. Et en fait, le sujet de la thèse, c'était de prouver que les deux formalismes sont complètement équivalents, c'est-à-dire que n'importe quel programme qu'on peut faire tourner sur la machine de Turing, on peut le traduire pour l'encoder dans lambda calcul et vice-versa. Bien évidemment, nous aujourd'hui, on s'en fout un peu de Turing. On va plutôt s'intéresser à lambda calcul. Nous allons voir la syntaxe de ce formalisme et on va aussi voir comment ce système formel théorique a influencé les langages fonctionnels. Alors, deux mots à propos de moi. Moi, je m'appelle Yassine Merzi. Je suis développeur chez Société Générale. Vous pouvez me retrouver sur Twitter. Et d'ailleurs, c'est sur ce compte-là que vous allez retrouver les slides à la fin. On va commencer par la syntaxe de lambda calcul. On a dit que lambda calcul, c'est un formalisme théorique, donc il est basé uniquement que sur les fonctions. Une fonction est appelée une lambda abstraction. C'est un gros mot pour pas grand-chose. Au final, c'est juste une définition d'une fonction. Le symbole lambda, ça marque le début de la fonction. X, c'est notre argument. Le point, ça marque la fin des arguments. Et enfin, notre expression, ce qui représente un peu le corps de notre fonction. Une expression dans lambda calcul, c'est quoi? Ça peut être soit une variable x, y, z, soit une autre abstraction, soit une application d'une expression à une autre expression. Nous allons y revenir plus tard. Et enfin, ça peut être aussi un groupement d'expressions qui sont séparées par des parenthèses. Et en gros, c'est tout ce que vous devez savoir sur lambda calcul. En fait, ce slide, il résume tout ce qui est ce langage-là. Et d'ailleurs, certaines définitions disent que c'est le plus petit langage de programmation qu'on peut jamais imaginer. Ça va jusque-là? Ça paraît un peu abstrait, on va voir quelques exemples, vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, par exemple, la fonction identité, c'est la fonction qui, pour x, associe x. Si on l'applique pour la valeur 5, là, on va réaliser une opération qu'on appelle une bêta-réduction. Encore une fois, un deuxième gros mot pour pas grand-chose, c'est juste le fait de remplacer toutes les occurrences de x par l'argument 5. Et là, on obtient l'identité de 5, c'est la valeur 5. Un autre exemple, la fonction d'incrémentation. Donc, si on remplace x par la valeur 2,
on va faire une bêta-réduction, et là on obtient ce qu'on appelle une expression réductible, c'est-à-dire qu'on peut encore faire une autre réduction pour obtenir le résultat final, qu'on ne peut plus réduire d'ailleurs, parce que 3 c'est une valeur exacte. Mais quand même, il y a deux règles à avoir en tête pour faire ce genre de réduction. La première est que le sens des réductions, c'est toujours de gauche vers la droite, c'est-à-dire qu'on va toujours commencer par appliquer la réduction sur le bloc de gauche avant d'appliquer l'argument. Comment ça marche? Par exemple, quand on a deux fonctions f et g et un argument a, avant de remplacer l'argument a dans les fonctions f et g, on va déjà commencer par réduire le bloc de gauche. Donc on réduit le bloc des fonctions avant d'appliquer l'argument. Un petit exemple, donc on a deux fonctions f et g. Là, par exemple, avant de remplacer x ou y par la valeur 5, on va déjà commencer par réduire le bloc de gauche. Donc on va remplacer toutes les occurrences de x par la fonction g. Et là, on obtient notre nouvelle fonction y plus 2. Et à partir de là, il n'y a plus rien à réduire côté gauche. On peut remplacer y par la valeur 5. La deuxième règle à avoir en tête, c'est que les stratégies d'évaluation dans lambda calcul, il y en a deux qui sont possibles. Donc, un très bon exemple pour illustrer ça, c'est que quand on a une fonction côté gauche qu'on ne peut plus réduire et qu'à droite, on a une autre expression, là, en fait, on a deux possibilités. La première, c'est de dire qu'on va remplacer x tout de suite par l'expression 2 fois 3, sans forcément calculer ça vaut quoi 2 fois 3. Et là, on obtiendra 2 fois 3 plus 2 fois 3. On obtient le résultat 12. Une autre possibilité, c'est de réduire tout de suite 2 fois 3, donc on va obtenir 6. Et après, on va faire la substitution avec la variable x. Vous voyez bien qu'on obtient toujours le même résultat, mais quand même, le premier ordre, il est moins efficace. La première manière d'évaluation, elle est moins efficace, parce que là, en fait, on a évalué 2 fois 3, alors qu'on aurait pu le faire une seule fois. Un autre exemple pour voir que ce n'est pas toujours le cas. Donc, quand on a une fonction qui est pour x associée 1 plus 2 et un argument qui est 2 fois 3, là, en fait, si on remplace directement x par 2 fois 3, comme il n'y a pas d'occurrence de x dans le corps de la fonction, on obtient directement 1 plus 2, alors que si on avait évalué 2 fois 3, on l'aurait fait pour rien, parce qu'au final, on n'en a pas besoin dans le corps de la fonction. Donc, on voit bien que le fait de retarder l'évaluation, parfois, c'est plus intéressant. Ce qui nous intéresse dans tout ça, c'est qu'en fait, nous, on dit que les deux stratégies d'évaluation sont équivalentes. D'ailleurs, c'est ce qui a été prouvé par Church et Rosser. Ils ont dit que peu importe la stratégie d'évaluation adoptée, on obtiendra toujours le même résultat. Mais le plus intéressant, c'est que c'est grâce à ce genre de réflexion qu'on a pu imaginer plus tard des modes d'évaluation plus efficaces, qu'on appelle le lazy evaluation. C'est le fait de retarder les évaluations d'une expression, et on ne va pas l'évaluer tant qu'on n'en a pas besoin. Si on l'évalue une fois, on va toujours réutiliser le même résultat de la première évaluation. On l'appelle aussi un appel par nécessité. Et lazy evaluation, ça constitue une fonctionnalité très très connue dans les langages fonctionnels, et ça a été inspiré par ce genre de réflexion. Ça va jusque-là? On va voir qu'il y a des fonctions partout dans lambda calcul. Une propriété très connue de lambda calcul, c'est qu'une fonction, elle est anonyme, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de nom, elle n'a pas de référence, donc elle peut avoir des variables liées ou des variables libres. Donc une variable liée, c'est juste un argument qu'on a passé pour la fonction, alors qu'une variable libre, c'est quelque chose qui vient d'un autre contexte. Et d'ailleurs, c'est de là que des notions comme le scope d'une fonction ou le scope d'une variable ou les closures, c'est le fait d'avoir une fonction qu'on ne peut pas exécuter que dans son environnement dans lequel on a défini toutes les variables. Par exemple, ici, y, il faut avoir une closure qui chapeaute cette fonction pour pouvoir l'exécuter. La closure, ça vient de lambda calcul. Deuxième propriété très intéressante, c'est que les fonctions de lambda calcul sont dites pures. En effet, pour Alonso Church, une fonction, c'est une sorte de boîte noire, donc on n'a pas forcément accès à son contenu. Tout ce qu'on a droit à faire, on donne un input et on va regarder par exemple l'output qui est la fonction d'incrémentation. Et en fait, avec ça, on gagne qu'on n'a pas d'effet de bord, on n'a pas d'état interne, et comme on n'a pas d'état, on a gratuitement l'immutabilité parce qu'on ne peut rien modifier en fait. Et enfin, on dit que toutes les expressions dans lambda calcul sont transparentes référentiellement, c'est-à-dire que peu importe le contexte d'exécution, pour les mêmes entrées, on aura toujours les mêmes résultats parce que le programme n'a pas d'effet de bord et n'a pas d'état interne.
Une troisième propriété aussi très connue, c'est que les fonctions de lambda calcul sont dites d'ordre supérieur, c'est-à-dire une fonction, elle peut recevoir une autre fonction comme argument, ou elle peut aussi retourner une autre fonction comme résultat. Et si on revient sur la syntaxe qu'on a vue tout à l'heure, on a vu qu'on peut appliquer une expression à une autre expression. En fait, c'est grâce à ça qu'on peut dire que les expressions sont d'ordre supérieur. Par exemple, si on revient sur la fonction identité, si on lui passe une fonction, qu'est-ce qu'on va obtenir là en fait si on passe la fonction y plus 1 pour notre fonction identité? Quelqu'un? En fait, on obtiendra la fonction elle-même parce que l'identité d'une fonction, c'est la fonction elle-même. Et on dit que les fonctions dans lambda calcul sont traitées comme des citoyens de première classe. Et c'est grâce à ça aussi qu'on peut pouvoir composer des fonctions, ce qui est très caractérisant des langages fonctionnels. Et enfin, on a dit que dans lambda calcul, on n'a que des fonctions. Donc, par exemple, on n'a pas de boucle for, on n'a pas de boucle while. Donc, si on veut implémenter des comportements itératifs, là, il faut qu'on encode ça nous-mêmes. Et c'est grâce au fait qu'on peut passer des fonctions entre elles qu'on peut encoder la récursivité. Et la dernière propriété, c'est que les fonctions dans lambda calcul sont dites unaires, c'est-à-dire qu'ils acceptent qu'un seul argument à la fois. L'exemple très classique, si on peut avoir qu'un seul argument à la fois, comment on va faire pour faire la fonction somme x plus y si on ne peut avoir qu'un seul argument? Bien évidemment, cette syntaxe n'est pas valable, donc on ne peut pas avoir lambda xy, ça fait deux arguments, il faut toujours avoir un argument à la fois. Quelqu'un a une idée comment on peut faire? Exactement. Donc, on va utiliser une fonction d'ordre supérieur et on va réaliser ce qu'on appelle une currification. Donc, on va prendre une fonction qui prend deux arguments et qui va nous retourner, qui va prendre le premier argument x, qui va nous retourner une autre fonction. Appliquons ça sur un exemple. Donc, si on applique cette fonction somme pour x égale à 1 et y égale à 2, on a dit qu'on commence toujours par réduire l'argument de gauche. Donc là, on va remplacer x par 1. Et on fait ce qu'on appelle une application partielle, parce que le fait d'appliquer l'argument x, on a obtenu une autre fonction. Et enfin, on remplace y par 2, on va obtenir notre résultat. Donc on voit bien que grâce aux fonctions d'ordre supérieur, mais aussi à la contrainte des fonctions unaires, on peut représenter des notions très avancées comme la currification et l'application partielle dans lambda calcul. Petit rappel, ce truc-là existe depuis 1936. Et enfin, moi, ce que j'aime bien avec cette contrainte, c'est surtout ça nous pousse à faire des fonctions qui sont très petites et du coup qui sont plus simples à maintenir et plus faciles à tester. Et on va finir par on va faire un overview sur un peu les différents langages fonctionnels qui ont marqué, qui ont été inspirés par lambda calcul et qui ont aussi marqué les autres langages. Bien évidemment, tout a commencé par lambda calcul en 1936. 5 ans plus tard, on aura une nouvelle version de lambda calcul qui s'appelle lambda calcul simplement typé, dans laquelle Alonso Church il a rajouté la capacité à pouvoir typer les arguments, mais ça va rester toujours un système de typage qui est très basique. Et là, on va attendre jusqu'à 1958, quand John McCarthy va publier la première version de Lisp, dans laquelle il a incarné la majorité des fonctionnalités qui sont dans lambda calcul. Il a pris le symbole lambda d'ailleurs, c'était le premier langage qu'il a utilisé. Il a pris les fonctions d'ordre supérieur, les fonctions anonymes, etc. Bien évidemment, il y aura d'autres langages dans la famille Lisp, je ne les cite pas tous ici. Et on va attendre au début des années 70, quand on aura une nouvelle version de lambda calcul, qui va avoir plutôt des types qui sont beaucoup plus riches que la première version de lambda calcul typé. On va commencer à parler des transformations de types, on va commencer à parler des types, ce qu'on appelle des types polymorphes, des types algébriques, on va parler des transformations des types, on va parler des foncteurs, etc. Et ce formalisme-là, lambda calcul polymorphe, constitue un peu le socle commun de tous les langages ML. Donc ML, SML, Miranda et Camel, ils se sont beaucoup inspirés dessus. La différence de FP et Haskell qu'on voit, c'est que c'était les deux langages qui ont vraiment imposé le style de programmation fonctionnelle, c'est-à-dire que tout est immutable, on a forcément l'évaluation retardée, on est vraiment sur un langage qui impose ce formalisme, alors que ML, dans ML, on pouvait faire du fonctionnel comme de l'impératif. Et plus tard, il y a aussi une famille très intéressante, c'est la famille Erlang, parce que c'était le premier langage qui a réussi à combiner la programmation concurrente avec le langage ML.
Et plus tard, il sera beaucoup influencé par Elixir et je vois que j'ai plus assez de temps, je dois aller plus vite. Et plus tard, il y aura des langages comme Scala et F# qui vont combiner l'orienté objet avec le paradigme fonctionnel. Je peux les couper? Non, c'est bon. Donc on passe directement à la conclusion dans laquelle on va essayer de répondre pourquoi tout ça c'est important. Première chose, à mon avis, on parle beaucoup de notre industrie, qu'on est une industrie qui n'apprend pas de ses erreurs, qu'on refait toujours les mêmes erreurs et qu'on réinvente la roue. Bah, ça, je pense, c'est dû à une partie que le fait qu'on ne connaît pas assez notre histoire. Le deuxième point, il est assez personnel. Moi, quand j'ai commencé à regarder le langage fonctionnel, j'avais un peu cette sensation. Et avec Lambda Calcul, en fait, ça m'a permis de voir à quel point c'est un formalisme très simple et accessible. Et le dernier point, c'est que quand on veut apprendre la programmation fonctionnelle, Lambda Calcul, ça peut être un très bon point d'entrée parce que ça nous permet d'assimiler les concepts. Une fois on les a compris, je pense qu'on aura le moyen d'apprendre n'importe quel langage fonctionnel une fois on a compris les bases théoriques. Pour les curieux, j'ai mis quelques liens que vous pouvez retrouver plus tard dans les slides. Et je crois que c'est tout pour moi.